Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la question d'actualité. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question: les interventions de la Banque mondiale ont-elles permis de faire reculer la pauvreté au Mali? Nous avons trouvé pertinent de débattre de cette thématique, cette problématique, alors que vient de s'achever un exercice, l'exercice qui s'appelle les consultations autour du diagnostic systématique pays. Un exercice qui répond à un double objectif: évaluer le programme qui arrive à terme et projeter le futur cadre de coopération Mali-Banque mondiale pour la période 2015-2019. Or, le premier élément qu'on peut donc lancer avant même d'entamer ce débat, l'enseignement qu'il faut tirer de l'ensemble des interventions de l'État et de ses partenaires au Mali, c'est que 6 millions de Maliens vivent encore dans une extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'ils essayent de vivre avec 1,25 $, soit 600 francs CFA par jour. Pourquoi donc la pauvreté persiste-t-elle au Mali et où elle gagne même du terrain? Les nouveaux programmes pourront-ils inverser la tendance? C'est sur ces questions qu'on va essayer de trouver une solution, en tout cas de proposer une esquisse avec nos invités qui sont ce soir, M. Sekouba Diarra, le coordinateur du cadre stratégique pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté, le CCRP. M. Sekouba Diarra, bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma droite, avec le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Paul Numbaoum. Bonsoir. Paul Numbaoum, bonsoir. Bonsoir. Et puis pour terminer, c'est un trio qui est sur ce plateau, M. Souleymane Dambélé, le représentant de la société civile et le directeur exécutif de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement, communément appelée CAD Mali. Merci tous d'avoir donc répondu à l'invitation de l'ORTM pour débattre de ce sujet. Les interventions de la Banque mondiale au Mali sont-elles efficaces? Je m'en vais commencer par vous, M. Paul Numbaoum. Vous êtes le représentant de la Banque mondiale pour le Mali, pour le Tchad, pour le Niger et pour la Centrafrique, vous m'avez dit. Tout à fait. Dans tous ces pays, vous essayez de combattre la pauvreté. Tout à fait. Et déjà, pour entrer, vous déterminez des programmes. C'est ce qui vous a conduit récemment avec les Maliens à organiser ce qu'on appelle le diagnostic systématique pays. En quoi ça consiste cet exercice d'abord d'évaluation? Merci Youssouf pour cette opportunité. On a eu effectivement, avec les autorités maliennes et la société civile et le secteur privé, l'opportunité pendant les 3 jours, lundi, mardi, mercredi de cette semaine, de discuter du diagnostic systématique pays. En quoi consiste-t-il? Il s'agit, comme tout diagnostic, d'identifier les contraintes qui font que nos programmes, depuis de nombreuses années, n'ont pas été assez efficaces pour réduire la pauvreté. Et c'est conscient du fait qu'il nous faut faire plus, que nous nous sommes donc dit au niveau du groupe de la Banque mondiale qu'il fallait réexaminer la manière de procéder. Ce diagnostic regarde en toute franchise l'efficacité des interventions de la Banque mondiale, l'efficacité des interventions des partenaires, l'efficacité des interventions du gouvernement et arrive à des conclusions assez fortes en matière de pauvreté et de la réduction qui est possible. Donc ce qu'on a fait dans les consultations, c'est 2 choses. Essayer de partager un diagnostic et de le valider par les parties, n'est-ce pas, en présence. Deuxième chose, convenir des nouvelles séries d'interventions qui soient plus efficaces pour réduire la pauvreté. Et je pourrais vous en donner plus de détails dans la mesure du possible, si vous me le permettez. C'est-à-dire qui participe effectivement à ce diagnostic? À ce diagnostic, outre le gouvernement qui était bien représenté et les services publics, il y avait la société civile, à travers les ONG, à travers des organisations communautaires, à travers également des personnes physiques qui se sont déplacées en leur titre et personnel. Et ensuite, il y avait le secteur privé. Voilà, en gros, les quatre acteurs majeurs. Au-delà de ces acteurs, il y avait les autres partenaires techniques et financiers également qui interviennent au Mali. Oui, tout à fait. Donc tout le monde est représenté pour faire ce diagnostic qui nous permet de savoir ce que la banque fait au Mali et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il y a à faire justement comme après avoir évalué ce qui se fait dans le pays. Monsieur Sekouba Diarra, j'imagine que vous avez participé à cet exercice. Comment vous le comprenez? C'est que c'est un exercice qui a montré au fil du temps et son efficacité par rapport à la détermination des programmes de développement entre la Banque mondiale et le Mali. Merci bien Youssouf Touré de l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir effectivement m'exprimer sur ce plateau au nom du ministre de l'économie et des finances empêché. Je voudrais dire que c'est avec plaisir que nous avons effectivement co-organisé donc avec la Banque mondiale cet exercice important en tant que ministère de l'économie et des finances pour permettre effectivement à l'ensemble des acteurs de partager d'abord l'ensemble de nos politiques et stratégies de développement du Mali
et aussi voir quelle est la meilleure opportunité, la meilleure façon, la meilleure intervention possible à la fois de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour accompagner le Mali dans la mise en œuvre de ses politiques et stratégies. Nous avons trouvé que c'était important parce que, vous savez, le Mali dispose d'un certain nombre de référentiels, dont le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, le programme d'action du gouvernement et le plan pour la relance durable qui vient de se terminer en décembre 2014, qui avait permis effectivement au Mali et à la communauté internationale de se retrouver après la grave crise de 2012 pour pouvoir relancer l'économie et aller de l'avant. Alors donc nous avons effectivement profité de cette grande tribune pour pouvoir exposer ce que c'est que les politiques et stratégies du pays, notamment en ce qui concerne la croissance, la réduction de la pauvreté, où est-ce qu'on en est arrivé et quelle a été la contribution de la Banque mondiale, n'est-ce pas, à cet exercice-là, et où est-ce qu'on peut aller pour pouvoir réduire significativement la pauvreté tout en mettant un accent sur la croissance et la transformation, évidemment en mettant en exergue également la qualité des ressources humaines, donc notamment le capital humain. Donc nous avons trouvé que c'était un exercice important parce que la Banque mondiale quand même est un partenaire stratégique qui intervient à la fois dans des projets et programmes de développement, mais intervient également dans l'appui budgétaire général qui est fondu dans le budget d'État et qui permet effectivement au gouvernement... C'est un partenaire majeur. Majeur. On va entendre d'abord la société civile sur cette question. Monsieur Dambélé, est-ce que vous avez participé à cet exercice et est-ce que ça vous paraît être un exercice de clairvoyance qui permet de déterminer la voie à suivre pour l'avenir? Ok, merci. D'abord, je remercie la Banque mondiale pour avoir initié cet espace, permettre à la société civile de s'exprimer et vraiment de dire son point de vue sur les stratégies d'intervention. Effectivement, la société civile a participé à cet exercice et j'avais des collègues qui ont pleinement participé. J'avoue quand même que ça a été une belle initiative de mon point de vue parce que ça fait belle lurette plus d'une dizaine d'années que la coalition des alternatives africaines est en train de crier plus haut pour revoir et repenser les politiques de développement. Et si la Banque mondiale reconnaît qu'il y a des insuffisances et accepte de communier avec les différents acteurs du développement, je pense que c'est une belle initiative. Vous êtes satisfait rien que pour ça, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait cet exercice-là. Ça fait bientôt peut-être 10 ans, encore sinon plus, qu'on fait cet exercice. Est-ce que c'est une fin en soi, justement, pour montrer l'efficacité des programmes de la Banque mondiale? Bon, oui, je pense l'efficacité et surtout des propositions pour mieux faire encore. La pertinence des propositions. Oui, la pertinence des propositions. Et là, on va revenir à la question, aux chiffres que j'avais donnés dans l'introduction. Malgré tout ce qu'on fait, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'intervenants au Mali, y compris l'État malien lui-même qui a son propre budget. Mais malgré tout, il ressort des chiffres que vous avez, que j'ai recueillis d'ailleurs dans vos discours, qu'il y a plus de 50% des Maliens qui vivent une extrême pauvreté, c'est-à-dire moins de 600 francs CFA par jour. Comment on peut expliquer cela après 50 ans d'indépendance pour le Mali et peut-être après 40 ans d'intervention de la Banque mondiale? Alors, c'est là tout le défi. C'est un défi parce que, comme on dit, l'œuvre n'est jamais facile. Alors, il y a 6 millions de Maliens à peu près qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sur extrême. 14, hein? Sur 14 millions, à peu près 51% d'après nos chiffres. Des chiffres d'ailleurs pour lesquels il faut qu'on travaille un peu mieux parce que les statistiques sont quand même relativement discutables aussi. Mais il y a, disons, 6 millions. Sur ces 6 millions, on sait que 90% vivent en zone rurale. Pourquoi en est-on arrivé là? Il faut aussi reconnaître quand même des choses positives qui ont eu lieu. De 2000 à 2010, le gouvernement malien et les partenaires, avec leurs efforts combinés, ont quand même réussi à faire baisser la pauvreté de 61% à ce 51% qu'on a aujourd'hui. Donc il y a eu des progrès, il faut d'abord les reconnaître. Mais ce que nous disons, c'est qu'on peut aller plus vite, plus fort, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de 40 ans pour atteindre, n'est-ce pas, un chiffre où il y aurait plus de pauvres. Et c'était l'objectif de tout l'exercice. C'est la raison pour laquelle nous, Banque mondiale, au niveau du groupe, nous avons décidé de repenser la manière dont nous allons mener nos interventions. Ça suppose 2 ou 3 choses. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus ciblé dans nos interventions, de manière à agir sur des interventions qui ont un lien direct avec la réduction de la pauvreté.
tout est nécessaire, tout est prioritaire, mais il va falloir choisir des priorités prioritaires dans le sens d'agir plus rapidement sur la réduction de la pauvreté. Deuxième chose, on ne peut réduire la pauvreté dans un pays, quel qu'il soit, que si on a une croissance forte. Mais il ne s'agit pas d'une croissance pour la croissance, il s'agit d'une croissance qui est inclusive, qui touche le plus grand nombre de pauvres. Vous savez, pour réduire la pauvreté, il faudrait que les ménages pauvres puissent exercer une activité qui génère des revenus. Et c'est ces activités qui génèrent des revenus qui sont en mesure de les tirer de la pauvreté. Troisième chose, c'est qu'il faut renforcer la résilience de ces ménages pauvres par rapport, n'est-ce pas, à des événements non prévus qui peuvent intervenir, qui peuvent également fragiliser leur situation. D'où la nécessité de développer des systèmes de protection sociale pour pouvoir accompagner ce progrès qui arrive par le fait qu'on mène des activités économiques et qu'on est en mesure de générer des revenus. Et en quatrième lieu, il est vraiment important de travailler sur la capacité, n'est-ce pas, des personnes physiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes de ce pays, à se prendre en main. Moi, j'ai toujours défini le développement comme une responsabilité personnelle. Ça commence à l'échelle de l'individu. Et le capital humain est important. Si au Mali aujourd'hui, un adulte a en moyenne 2 années et demie d'éducation, alors que dans les pays qui se tirent aujourd'hui bien du développement, comme la Chine ou autres, c'est 15 années d'éducation qu'on compte, on voit bien l'écart qu'il nous faut gobeler. C'est pour ça que c'est difficile. Tout à fait, c'est difficile et c'est pourquoi souvent d'autres les assimilent à ce que vous dites. Je ne dis pas que c'est des incantations, mais beaucoup comprennent qu'on dit le même discours, le même langage depuis des années. La société civile, est-ce que c'est la lecture que vous faites? Parce que ça fait longtemps quand même qu'on dit la même chose, mais dans le fond, les choses ne changent pas parce qu'aujourd'hui, même les Maliens qui ont 600 francs CFA pour vivre par jour, c'est encore, il y a des gens qui n'ont pas cette somme-là pour vivre. Est-ce que tout simplement, ce ne remet pas en cause, d'après la société civile, d'après vous, cette manière, les interventions de la Banque mondiale et d'autres, parce qu'on dit beaucoup, mais à l'arrivée, en réalité, le résultat n'y est pas? Oui, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans cet exercice, il faut le reconnaître. Et je vais aller plus loin avec les 77% de la population malienne qui vivent dans le monde rural. Et que la pauvreté est en train d'être réservée aux femmes. Donc, il y a lieu vraiment de repenser le développement. Vous l'attribuez à quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, et on reviendra aux chiffres, il y a beaucoup d'argent qui est investi, mais pourquoi on continue, ces milieux à continuer de s'appauvrir encore? Est-ce que vous avez une lecture de cela? Oui, je pense que c'est l'identification des besoins prioritaires et surtout les cibles visées. Je vais même m'attaquer au programme CCRP. Dans l'identification, il faut aller vers les consultations à la base, rapprocher les communautés bénéficiaires directs de ces programmes pour essayer d'identifier les besoins prioritaires en vue d'amorcer ce développement que nous attendons depuis 50 ans. M. Kouba, c'est vous qui dirigez le CCRP, le cadre stratégique pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté. J'ai une flèche de la part de la société civile et je vais pas trop riposter par rapport à ça. Mais je voudrais simplement dire qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être menés et ces efforts ont des résultats. Quand même, la pauvreté diminue et à suffisance quand même si ça n'atteint pas l'objectif du millénaire pour le développement que nous avions visé, à savoir la réduction de moitié de l'extrême pauvreté. Mais ce que je veux dire, c'est que les programmes conçus de croissance et de réduction de la pauvreté ont été des programmes très participatifs, que ce soit l'ensemble des départements ministériels, des secteurs, que ce soit la société civile au niveau national comme au niveau régional et local, que ce soit le secteur privé, que ce soit les institutions de la République, que ce soit les acteurs, n'est-ce pas, des collectivités décentralisées, tout le monde a participé. Et la société civile, même pour des rares fois, reconnaît être bien impliquée dans l'exercice de préparation du CSLP. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'au-delà de l'intervention des partenaires techniques et financiers du gouvernement, il y a un certain nombre de facteurs majeurs qui sont des facteurs qu'il faut effectivement combattre pour pouvoir avoir des résultats très significatifs. Et l'un des premiers facteurs, c'est vraiment la croissance démographique rapide. Il faut reconnaître que malgré les efforts faits, le Mali est l'un des pays qui a le taux de croissance démographique le plus élevé dans le monde.
Donc ça, bon an, mal an, si on ne met pas en place des programmes pour maîtriser cette croissance démographique, ça met en, disons, ça annihile tout effort de développement en la matière. Il y a aussi tout l'aspect relatif à l'environnement, au changement climatique. Parce que vous savez, le Mali, M. Damel l'a rappelé tout à l'heure, une bonne partie de la population vit en milieu rural et est fortement dépendante de l'agriculture. Et cette agriculture est fortement handicapée par le changement climatique et tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'environnement. Donc, aussi, si on ne maîtrise pas, aussi longtemps qu'on ne maîtrise pas cet aspect, il y a de fortes chances que, effectivement, la stabilité de la production agricole et de la productivité soit mise en cause. Donc, il y a ces aspects qu'il faut avoir à l'esprit. Et il y a tout l'aspect de l'équipement agricole et tout l'aspect formation des hommes aux nouvelles technologies à la matière. Mais malgré tout, M. Segouba Diarra, on investit quand même de l'argent. Peut-être le directeur va nous donner les chiffres. On met quand même beaucoup d'argent. Oui. Et cet argent-là, malgré tout, qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit de la pauvreté en plus ou ça produit de la richesse? Non, ça produit de la richesse incontestablement. Voilà, mais comme je l'ai dit... pourquoi la pauvreté progresse? Non, la pauvreté ne progresse pas, la pauvreté recule. Mais le nombre de pauvres augmente du fait de la croissance démographique. Mais très faiblement. Non, pas très faiblement. Ceux qui vous écoutent aussi vont vous dire on ne va pas arrêter de faire des enfants parce que l'enfant aussi, c'est une main-d'œuvre parce qu'ils ont le reste. Il y a une explication économique à la démographie aussi. Absolument. Non, mais écoutez, quelque part, la croissance démographique aussi peut être ce qu'on appelle la dividende démographique. On peut, en améliorant la qualité des ressources humaines, en améliorant la qualité de l'éducation, de la santé, c'est un avantage. Effectivement, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec ceux qui sont là, ce n'est pas ceux qui viennent qui posent problème, mais les enfants qui sont là déjà, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Il faut qu'on gère, on arrive à bien accompagner avec les programmes. À leur donner un système de santé, d'éducation et surtout l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est de faire en sorte que la formation soit ciblée vers les secteurs prioritaires du développement du pays. Monsieur le directeur. Avec votre permission, je voudrais ajouter, je pense qu'il a mis sur la table des sujets les plus importants, qui font que même si on fait des progrès, on a l'impression que ces progrès ne sont pas rapides. Le vrai problème, on fait des progrès, mais ils sont à une vitesse trop lente. Pourquoi la vitesse est lente? Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux ou des défis. Pourquoi c'est lent? C'est lent parce que, vous savez, quand vous avez une division, il y a, n'est-ce pas, il y a le dénominateur et le numérateur. Si votre dénominateur grandit, quel que soit ce que vous avez en numérateur, si ça ne grandit pas aussi vite, le résultat va être que, en fait, le quotient ne va pas beaucoup être à votre avantage. Ce que je veux dire, c'est qu'il met en place, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore au Mali, on ne tire pas les avantages du dividende démographique. La population croît vite. Ça croît vite, pourquoi? Parce que le taux de fertilité, la fécondité des jeunes filles est précoce et trop rapide. Dans des grossesses rapprochées, ces jeunes filles-là n'ont pas fini leur formation, sortent de l'école. Donc autant de bras qu'on sort également de l'économie, de la production. Il y a déjà ça à faire. Et puis, à l'école même, l'école n'a pas la qualité de l'éducation qu'on aimerait avoir pour faire en sorte que ces bras-là, une fois qu'ils ont été formés, puissent faire leur travail avec l'efficacité souhaitée. Donc du coup, on n'a pas les résultats escomptés en termes de rapidité de changement. Ça veut dire que souvent, est-ce que la projection même a tenu compte de ces paramètres dont vous venez de parler? Parce que quand on fait le programme, on sait déjà que les Maliens, il faut peut-être 7 enfants, 8 enfants par mère. Et on sait que peut-être les enfants ne vont pas très loin à l'école, on débauche les jeunes filles pour les faire marier, tout ça on le sait. Donc les programmes doivent être faits sur cette base. Est-ce que c'est cela le cas? Alors, mais c'est là où ça touche la fibre sociale. C'est quelque chose qui touche le contrat social. Le gouvernement ne peut pas faire par décret un décret qui va s'imposer aux habitants de toutes les contrées. Il faudrait que c'est les habitants des contrées. C'est pour ça que c'est une affaire qui doit démarrer de la base. La sensibilisation, c'est pour ça que j'ai défini le développement. Pour moi, le développement, franchement, c'est une affaire de responsabilité individuelle. Et l'éducation, dans cette responsabilité individuelle, joue un rôle très important. À partir du moment au niveau de la famille, on peut prendre des décisions, mais vraiment qui se rapportent à la famille en disant on ne peut valablement éduquer que 2 enfants et qu'on ne fera que 2 enfants, on verra l'enchaînement des choses et des progrès. Je pense que ça, il a mis un point qui est important. Il faudrait que la collectivité, dans son totalité, se prenne franchement autour de cette question-là, s'asseye et discute cela et convienne de ce qu'il faut faire. C'est une responsabilité personnelle. Ensuite, l'État et les partenaires, nous devons donner les services critiques qu'il faut. L'éducation, la santé, la sécurité, tout ce que vous voulez.
Là, on a des problèmes de gouvernance. Et ça, c'est le point qu'on n'a pas beaucoup discuté. Ouais. C'est-à-dire que l'État met les budgets, mais ces budgets-là ne se retrouvent pas totalement toujours Il n'arrive pas jusqu'aux besoins. jusqu'aux besoins. Et là, on a quand même un Et sérieux là, c'est problème très là-dessus. grave. Parce qu'en même temps, si on n'y fait rien, ça veut dire que c'est de l'argent perdu et qui génère beaucoup de conséquences négatives sur la population. Tout à fait. Dans l'éducation, on a des chiffres, je ne vais pas vous abreuver avec beaucoup de chiffres, mais on a des chiffres qui montrent, quand je vous disais tout à l'heure que 75% des enseignants qui enseignent dans les écoles ne sont pas qualifiés pour enseigner. Si je peux vous donner des chiffres sur les budgets qui ont été votés pour les livres qui n'arrivent pas à destination, ça existe, ça c'est connu. Si je peux vous donner des chiffres pour les bourses qui arrivent à des poches qui ne devraient pas les toucher à l'enseignement supérieur alors que les étudiants n'ont pas de salle de classe, mais la bonne partie du budget va dans les bourses, ça c'est autant de questions qu'on doit pouvoir traiter pour faire que la qualité de l'éducation s'améliore. Si elle ne s'améliore pas, on n'aura pas les ressources humaines dont on a besoin pour faire les changements qui s'imposent pour la transformation. Je pense que la question de l'éducation est centrale. C'est central. Vous le croyez, monsieur Dambélé? C'est des questions sur lesquelles vous mettez le point. Parce qu'il semble que vous n'admettez pas beaucoup la société civile. Non, mais vous gouvernez en même temps, vous dites que vous êtes l'arbitre. on est là vraiment pour la veille citoyenne. Et je pense que nous allons pleinement jouer ce rôle. Et le directeur vient de mettre un accent particulier sur le système de l'éducation, la qualité de l'éducation. Bien sûr, avec le changement de système, de consensus en consensus, le monde est en train d'évoluer. Le consensus de Washington, de Montreuil, des OMD. Et chaque consensus vraiment a sa façon de gérer, a sa vision pour changer le système éducatif. Il faut voir les PAS, les programmes d'ajustement structurel, le CCRP qui a ses indicateurs prédéfinis et on nous oblige à aller dans ce sens. Donc maintenant, ces institutions se retrouvent devant un fait accompli. Et pour moi, ils sont en train de se perdre dans leur propre système. Faudrait-il les laisser faire parce que c'est là votre responsabilité aussi, la société civile. Est-ce que vous vous mobilisez contre cela? Bien sûr, bien sûr. Nous avons toujours déploré les conditionnalités d'endettement. Hein? Ils veulent financer l'éducation, ils veulent que nous empruntons cette voie. On nous oblige et les États aussi, on les met liés. Ils ne peuvent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens que de s'endetter. Et vous venez de dire, on est là à injecter. C'est des prêts qui seront remboursés. Par les futures générations d'ailleurs. Par des futures générations. Faudrait-il laisser comme ça? Non, non. On a invité le gouvernement toujours à repenser l'éducation, à repenser la santé, les services sociaux de base. On doit tout faire pour veiller. Et on n'a même pas le droit de rembourser la dette comme les lettres d'intention qui sont là. Hein, et il faut prioriser le remboursement de la dette, alors que les services sociaux de base sont mal financés. L'éducation s'effrite, la santé, hein, c'est réservé pour les riches, les nantis. Donc, et la forme de dénonciation, vous croyez si on le dit sur un plateau de télévision, ça peut changer les choses? Est-ce que ce n'est pas là où la société civile ne joue pas véritablement son rôle? Sortir dans la rue, dire tout ça à l'intention des partenaires, à l'intention du gouvernement. C'est ça qu'on ne voit pas, en tout cas nous en tant qu'observateurs, on ne le voit pas. Mais bien sûr que la société civile a toujours fait ça. Je me rappelle avec l'annulation des pays endettés. Dans les fonds PPT, la CAD Mali, la coalition des alternatives républicaines a joué pleinement son rôle. Je me rappelle que lorsque nous avons interpellé les directeurs à l'époque sur ces aspects, nous avons fortement contribué. Et depuis l'annulation, depuis le jubilé 2000, nous sommes dans le processus. Mais il faut reconnaître que les gouvernants aussi ont leur société civile fabriquée, qui crie avec eux. Et comme les institutions fortes aussi ont leur société civile où ils l'utilisent comme ils le veulent aussi. Quand même, vraiment, je pense que ce n'est que partie remise. L'initiative est là. On nous a invités sur sur ce plateau pour échanger, pour donner nos points de vue. Et je pense que nous serons toujours là pour indexer les points faibles en vue de ce développement. Et M. Sekouba Diarra, en face de vous, il connaît peut-être les points faibles et les points forts, surtout de l'intervention des étoiles de la Banque mondiale. Permettez-moi d'abord de rectifier un tout petit peu, de nuancer en tout cas les propos de M. Dambélé. Je dois dire très sincèrement que les partenaires n'imposent rien au pays. Ah non, c'est-à-dire le gouvernement est tout à fait souverain de conduire et de préparer ses politiques et stratégies. C'est de façon participative. Non.
Non, on n'a pas de liés. Justement, c'est ça l'approche qu'il faut qu'on corrige. Parce que cette société civile-là, justement, il faut absolument avoir la bonne information. Les partenaires n'ont rien à imposer au Mali. D'abord, la Banque mondiale, que ce soit la Banque mondiale, les bilatéraux comme les multilatéraux, font leur programme d'accompagnement pays pour avoir la meilleure stratégie pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de ces politiques stratégiques. Et ces politiques stratégiques sont faites de façon tout à fait participative au niveau national comme au niveau régional et local, avec la participation de tous les secteurs. Maintenant, chaque partenaire, en fonction de ses avantages comparatifs, dit je peux accompagner le gouvernement dans ça, dans tel secteur, dans tel secteur. Et mieux, un partenaire comme la Banque mondiale peut dire maintenant, je vais rendre plus efficaces mes interventions, je vais pousser plus loin l'analyse pour pouvoir mieux cibler les secteurs pour lesquels je vais m'engager. Qui se trompe de ciblage en ce moment? C'est vous ou c'est eux? On le fait, mais parce qu'on fait le ciblage, mais comme il le dit, dans tous les cas, vous êtes de bonne foi, vous apportez certainement ce qu'ils vous demandent d'apporter, ils apportent aussi les ressources, mais les résultats ne sont pas au bout, c'est ce que les gens regardent. L'atelier du doigt n'est-ce pas important, les aspects statistiques. Bien sûr. Tant qu'on ne développe pas les statistiques. Elles ne sont pas là ou elles sont mal affinées. Mais ce n'est pas bien affiné souvent dans certains cas. Et donc, ça, c'est aussi votre rôle. C'est notre rôle, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement effectivement donne beaucoup d'importance à cette question et que les partenaires techniques accompagnent le gouvernement dans ça. Parce que tant qu'on ne puisse pas effectivement identifier de façon précise les véritables poches et faire en sorte que les interventions soient mieux ciblées, eh bien, disons, le résultat peut ne pas être à hauteur d'attente. Aujourd'hui, on sait que si on cible l'eau, on sait qu'on a besoin d'eux. Pourquoi, par exemple, si vous présentez, est-ce que quand vous présentez un programme d'eau, la Banque mondiale ne finance pas? Mais ils financent, c'est-à-dire qu'ils financent globalement l'eau. Mais est-ce qu'ils vont financer dans la région de Caille ou bien dans la région de Mopti ou Sigasso? Ça, c'est à nous de nous asseoir, de décider pour voir exactement quels sont les besoins réels en la matière. Et donc, prioriser et hiérarchiser les besoins en la matière. C'est ça. Sinon, tout est prioritaire, comme il a dit, dans ce pays. Mais il faut absolument développer les statistiques, faire en sorte qu'on puisse avoir un bon ciblage. Et c'est ça la nouvelle stratégie, en fait. Et sur lesquels on va mettre l'accent et mettre le doigt là-dessus pour pouvoir effectivement avoir des interventions plus efficaces. On va revenir tout de suite, mais moi, ma question c'est de savoir, comme vous venez de faire le diagnostic, évaluer ce qui est déjà fait à travers le programme entre le Banque mondiale et le Mali, qu'est-ce qui a été, parce que quelque part tout n'a pas été un échec non plus, tout n'a pas été réussi aussi, mais qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché d'après votre diagnostic, M. Sékou Badiara? D'abord, ce qui a marché, c'est vraiment l'adhésion globale des acteurs à la stratégie de développement du pays. C'est ça, mais l'approche qui a changé même. L'approche CSRP est une approche qui est basée sur au moins 5 principes. Faut-il que je le rappelle? L'appropriation par le pays de la stratégie. Donc ça, le gouvernement et l'ensemble des acteurs qui se mettent ensemble pour préparer la stratégie, savoir où est-ce qu'on va. L'aspect gestion axé sur les résultats. Parce qu'il ne suffit pas de faire une bonne politique, mais il faut absolument que ça aboutisse à des résultats. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Justement, moi, je parlais des résultats. Oui, le résultat. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Le résultat. Mais la croissance a marché. Ouais. Le Mali a quand même, bon an, mal an, atteint une croissance appréciable. Quoi qu'on dise, le Mali a un taux de croissance du PIB moyen de 5%. Et d'ailleurs, avant la crise, le Mali était le pays qui avait le taux de croissance le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un aspect qui est important. L'aspect accès à l'eau potable parmi les objectifs du millénaire pour le développement, le Mali est en passe d'atteindre cet objectif-là. L'aspect inversion du VIH-Sida, c'est un aspect qui est important, qui a été effectivement maîtrisé par le Mali. On pensait qu'avec la crise, que ça allait remettre en cause tous les acquis. Mais les dispositions qui étaient mises en place sont solides et ont permis de préserver effectivement cet acquis-là. Il y a tout l'aspect de réduction de la pauvreté qui était amorcé, mais avec la crise et les mouvements de population, ça a été un déclic qui a effectivement été un élément qui a accentué davantage cette problématique-là. L'aspect partenariat, il faut reconnaître que les partenaires au Mali sont quand même vraiment mobilisés autour de la question du développement du pays. L'exemple que je peux donner à la matière, c'est la conférence de Bruxelles. Quand on est parti à Bruxelles le 15 mai 2013, mais sans condition, les partenaires ont mis 3,285 milliards d'euros à disposition du Mali. Ça, on oublie de le dire.
Et il y a un mécanisme de suivi international qui est mis en place, dont la 5e réunion aura lieu le 17 à Bamako ici, pour faire le bilan. Donc, beaucoup de choses ont été faites au Mali à la matière. Et mieux que ça, maintenant, on est en train d'aller vers maintenant des programmes mieux ciblés. Dont un des exemples, c'est vraiment le projet Djismaïri, qui permet effectivement de renforcer la résilience en permettant effectivement à la population d'avoir des éléments qui permettent de résister par rapport au choc externe. Voilà, c'est un peu ça. Il a beaucoup parlé, le directeur, parmi les facteurs qui ne permettent pas d'avoir les résultats escomptés au bout des programmes, de la question de la gouvernance. Et comment pourrait-on régler ce problème de gouvernance justement? Parce que, à mon avis, c'est une question clé. Disons que c'est une question clé. Nous aussi, dans notre diagnostic, d'ailleurs, on l'a retenu comme question clé. C'est un préalable. Hein? C'est vraiment un préalable pour pouvoir enclencher les bénéfices. Alors, il y a des progrès qui ont été faits. Si les ressources n'arrivent pas, je veux dire, si les ressources n'arrivent pas, est-ce que vous avez pu diagnostiquer c'est la faute à qui et comment faire pour redresser? Parce qu'il faudrait que quelqu'un, quelque part, d'une manière ou d'une autre, paye cela. Je pense que pendant les 10 dernières années, on a mis l'accent pour créer l'environnement pour la bonne gouvernance. On a investi énormément dans le cadre institutionnel, cadre juridique, dans tout ce qui est nécessaire pour avoir des normes, des règles qui font en sorte qu'il y ait un esprit de redevabilité dans le système. Et donc, côté de gouvernant, on a mis la structure, l'hyperstructure. Maintenant, là où il y a quelques insuffisances, c'est vraiment au niveau de la capacité d'un certain nombre d'institutions pour assurer, n'est-ce pas, la redevabilité de l'ensemble du système, qu'il faut continuer à travailler. Notamment, on a besoin des institutions de contrôle qui s'assurent que quand l'argent passe, il y a une traçabilité et que ceux qui ont les décisions sur l'argent rendent des comptes. Et quand on détecte des déficiences, que ces déficiences soient sanctionnées. Ça, c'est un point. Mais pour qu'une gouvernance s'améliore dans un pays ou dans une entreprise, il faut qu'il y ait une demande de bonne gouvernance. Et le problème de la demande de bonne gouvernance, c'est les liens relativement étroits entre la société civile et les gouvernants ou les politiques qui font que la société civile est un peu paralysée dans son action. Et vous êtes obligé souvent de jouer le rôle à leur place. Quelquefois. Si je comprends les derniers problèmes que vous aviez, les partenaires avec le gouvernement. Quelquefois. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils ne font pas aussi leur travail. Hein. Mais je dis simplement que pour avoir une demande de bonne gouvernance, il faut une société civile très active. Notre travail à nous, en tant que partenaires, serait d'amener cette société civile à être équipée des moyens et de l'information dont elle a besoin pour demander la bonne gouvernance. Est-ce que vous connaissez d'abord le profil de cette société, société civile? Parce qu'elle vient de dire que le gouvernement en a, vous en avez, et puis il y en a d'autres qui roulent pour eux-mêmes. Bon, finalement, c'est qui la société civile? Parce que c'était une des questions qu'on se pose souvent. La société civile est multipolaire. Vous aurez dans tous les pays, hein, dans tous les pays où vous allez, vous avez toujours des lobbyistes qui travaillent pour ceux qui sont en charge. Vous avez des opposants qui sont des extrêmes opposants, et puis vous avez des gens qui sont au milieu. Donc, moi, la typologie de la société civile ne me préoccupe pas. Il faut simplement que la société civile se rende compte de la responsabilité qui est la leur. Qu'elle bouge. Oui, qui est la leur pour demander la bonne gouvernance. C'est à ce moment-là, nous, on s'est rendu compte que dans la plupart des pays, par exemple, si vous voulez assurer la transparence budgétaire, j'ai dit tout à l'heure que les ressources votées pour l'éducation, parfois, n'arrivent pas dans les communautés. Si on travaille avec les sociétés civiles à la base, et que le budget, maintenant, leur est rendu public. Ils savent exactement qu'est-ce qui leur a été alloué. Et ils savent lire cela, ils savent comprendre. Ils vont demander des comptes. Et quand on demande des comptes, on crée une situation d'équilibre où celui qui a la responsabilité de délivrer le service ne peut plus délivrer ce service-là. Donc ce travail-là, nous, partenaires, nous devons le faire avec la société civile. Les former, les outiller. Voilà, les outiller pour qu'ils puissent jouer. C'est la même chose que nous devons faire avec les parlementaires. C'est eux quand même les premiers garde-fous dans le système. C'est eux qui votent le budget, donc c'est eux qui devraient demander des comptes aussi, également. Donc je pense qu'il y a un travail de ce côté-là sur la gouvernance. Si on le fait, en plus de ce qui a déjà été fait, on devrait engranger les bénéfices. Et la justice aussi. Pour les sanctions. Parce qu'au bout, il y a la justice. Tout à fait. Elle vous satisfait? Parce qu'il n'y a jamais de dossier qui sort, tout ce que vous dites, l'argent ne va pas, souvent on le dit dans les rapports, mais au bout, il semble que la responsabilité, elle est nulle. Moi, je mettrais les problèmes de justice d'une manière générale dans le problème de gouvernance parce que, par exemple, pendant les discussions des consultations, nous en sommes arrivés à mettre la question de la sécurité du foncier comme un gros problème qui empêche les ménages, même les plus pauvres, de pouvoir s'émanciper.
on voit bien que la sécurité foncière, c'est un problème qui affecte même également le secteur privé lorsqu'il veut s'installer. Parce que vous avez un terrain, il y a 10 titres fonciers. Et quand bien même vous avez un contentieux commercial, vous allez dans les tribunaux, vous n'êtes jamais sur la décision. Donc il y a quand même les questions de sécurité judiciaire qui s'imposent et qu'il va falloir travailler. Tous les pays ont ce genre de questions, notamment lorsqu'ils sont en développement, et ça fait partie des problèmes de gouvernance qu'il faut surmonter. Monsieur Dambélé, sur la question surtout de l'efficacité de ce qu'on met dans le tunnel du financement, est-ce que c'est des, comme il dit, est-ce que vous êtes outillé pour essayer de savoir exactement où va l'argent d'abord, et si l'argent, on sait où il va, comment faire en sorte que cet argent ne soit pas perdu, même s'il a été détourné? Oui, merci. Je suis d'accord avec le directeur. Il faut le reconnaître que nous sommes avec le ministère des Finances sur un programme, le PAGAM. Et il faut reconnaître qu'on est appuyé par le ministère à travers le financement des institutions. C'est le début d'un exercice et nous souhaiterons vivement qu'on nous appuie dans ce sens. Depuis quand? Oui, le programme, c'est la deuxième phase qui a commencé. Et pour quels résultats, d'après vous, d'après que vous en savez? Oui. Et il faut reconnaître au niveau régional, il y a les comités de veille qui ont commencé à identifier les budgets des collectivités. L'identification est en cours. Et la prochaine étape, ça serait la reddition des comptes, amener les élus à rendre compte de leur gestion. Et on a aussi à Bamako des interpellations. Le groupe suivi budgétaire évolue bien dans ce sens, hein, avec l'appui des partenaires. Et on est toujours là à contrôler après le gouvernement. Mais il faut voir avec les fonds qui ont été mobilisés pour appuyer l'effort de guerre. Le groupe suivi budgétaire a réalisé une étude dans ce sens pour permettre aux citoyens de connaître le montant mobilisé et l'utilisation de ce montant. Et il est grand temps que nous évoluions vers l'efficacité et l'efficience vraiment des ressources mobilisées au nom des citoyens. Oui, bien sûr, parce que la question principale aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de fonds qui sont mobilisés, mais l'efficacité, la qualité n'est pas au bout. N'est pas au bout, mais il faut voir avec les services sociaux de base. On est là, je peux dire qu'on est en train d'utiliser ces dettes-là. L'efficacité et surtout l'efficience. Il est temps que nous évoluions vers l'audit, sinon l'audit citoyen vraiment de ces fonds, de ces dettes contractées. Voir réellement à quoi ça servi ces fonds-là et quel est l'impact de ces fonds. M. Diarra vient de parler des fonds de Bruxelles qui viennent de prendre fin en décembre 30. Plus de 3 milliards d'euros. Oui, plus de 3 milliards d'euros. Il est temps que les citoyens s'interrogent parce que plus de combien 1000 milliards qui a été mis à la disposition du Mali. Les citoyens lambda seraient toujours tentés de demander avec ces montants. On doit quand même se développer, on doit essayer de développer les infrastructures. Mais on est à la fin de ce processus. Jusque-là, les attentes sont là. Donc il y a lieu vraiment d'interroger l'efficacité et l'efficience. Si l'on sait très bien que les 64% de ces fonds vraiment sont utilisés à d'autres niveaux et sans restitution parce qu'on n'est pas informé. La société civile n'est pas informée vraiment de ces 64%. C'est pas transparent le processus de Bruxelles, mais de manière globale, on parle de... Plutôt vers vous-même maintenant, parce que 64% justement c'est la société civile justement et les ONG. C'est ça. Qui les ont utilisés. Mais bien sûr, c'est pas le gouvernement. Tout ce qui passe par le gouvernement, c'est Ils contribuent aussi à la gestion opaque des... Oui, mais justement, c'est ce qu'il est en train de dire là. Mais M. Touré, il me rejette. Non, mais je dois réagir. Ok. En fait, il faut reconnaître que c'est vrai, la société civile dans son essence doit être un contrepoids et doit pouvoir effectivement jouer sa partition, surtout en termes vraiment d'utilisation des ressources, en termes de mise en œuvre des programmes sur le terrain, en termes de contrôle et même effectivement du besoin de reddition des comptes d'une façon générale. Mais il faut reconnaître que cette société d'abord civile a des capacités faibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent d'abord l'enjeu des différents éléments à interpeller avant de pouvoir effectivement jouer sa partition. Et je crois que c'est cet exercice-là que les partenaires techniques et financiers et le gouvernement s'attellent à renforcer les capacités de la société civile
Non pas pour qu'ils puissent véritablement être avec le gouvernement, non. Mais faire en sorte que vraiment il y ait de la contradiction par rapport à la question et pour qu'on puisse avancer. Que quelqu'un tire sur la sonnette d'alarme. Voilà. Ça ne va Donc, pas avec des malheureusement, éléments ce n'est pas toujours ça le cas aujourd'hui. Ça a commencé de façon, j'allais dire, bon, c'est louable avec le groupe de suivi budgétaire. Et tous les comptes de budget d'État sont ouverts à ce groupe de suivi budgétaire. Et je pense qu'il n'y a pas de barrière en la matière. Mais le problème, c'est que l'exécution du budget n'est pas seulement au niveau national. Il faut aller au niveau régional et local pour voir comment ça s'exécute. Et même les subventions. La traçabilité d'une façon générale. Et même les subventions. Mais d'une façon générale, la chaîne de la dépense. Sans compter aussi que, pour ne pas lui donner raison, que quelque part on dit de plus en plus dans nos pays, c'est devenu le chien à bois, la caravane passe. Tant bien même on les écoute souvent, mais on ne suit pas ce qu'ils disent. Non, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. L'État fait beaucoup d'efforts en termes, par exemple, d'informatisation de la chaîne de dépenses. Ça, c'est que certains, il y a 20 ans et maintenant, c'est vraiment le jour et la nuit en termes d'amélioration de la gestion des finances publiques. Il n'y a plus de comptabilité à la main sur le papier. Non, il y a beaucoup de... Vraiment, l'informatisation joue à fond. Et même mieux, je voudrais donner un autre exemple en ce qui concerne les exos. Mais il y avait 2 ans, mais on ne savait même pas le volume des exonérations fiscales. Mais maintenant, on a mis en place un système qui permet d'ordonner. On sait dans quel secteur, dans quel domaine et quelle est la part exacte des exos qui sont octroyés. De façon à ce qu'on puisse rationaliser cela et permettre d'utiliser effectivement les ressources là il faut. Bon, voilà, c'est un exemple. Bon, il y a aussi des efforts qui sont en train d'être faits, qui doivent être faits en matière de contrôle. Vous le savez déjà, peut-être mieux que moi, en ce qui concerne, par exemple, le contrôle externe. La section des comptes de la Cour suprême, mais malgré sa bonne volonté, elle ne peut pas pour le moment faire face à tout ce qu'il y a comme système de contrôle, sans une Cour des comptes. Compare la Cour des comptes des États-Unis ou de la France, ou même dans un pays de la sous-région, à la section des comptes de la Cour suprême du Mali. Mais ce n'est pas possible. Malgré leur bonne volonté, on ne peut pas. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et ce qui sort aussi reste papier. Eh bien, il y a c'est ça, souvent ils donnent, le vérificateur donne, d'autres structures donnent. Mais après, bon, on dit officiellement, ils viennent, on voit dans les journaux, mais après, au bout, personne ne sait quelle est la responsabilité qui a été située. C'est là-bas où il y a un problème. Ah non, non, ça, il y a une différence entre la responsabilité judiciaire et la responsabilité... Qui fait partie du système. Mais oui, mais la justice est indépendante. Le gouvernement ne peut pas faire pression. Donc, il faut que les dossiers suivent leur cours normal. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Les gens sont pressés. La justice, il y a des procédures qui sont là, qui doivent être respectées. Et une fois que ceci est fait, le dossier est instruit. Et donc il faut, ce que le citoyen lambda veut, c'est que quand on va dire tout ce qu'il y a, par exemple, 50 milliards qui sont disparus d'une structure, tout ce qu'on mette en prison, celui qui a... Non, il y a quand même l'aspect vraiment présomption d'innocence qui doit être fait. Et là, ça me donne effectivement l'opportunité de dire... quelque part les rapports du vérificateur général. Quand les partenaires techniques et financiers réclament peut-être de bons droits, les rapports sectoriels pour vous mettre à leur disposition. Mais ces rapports-là, jusqu'à preuve de contraire, ne sont pas arrivés au bout de la chaîne. Parce qu'il faut absolument qu'on comprenne quand même que les services contrôlés ont aussi des obligations de se défendre. De se défendre. Et qu'on puisse... Et ils arrivent très souvent d'ailleurs à faire disparaître les dossiers. Non, il ne faut pas disparaître. C'est ça un vrai problème. Parce que le temps, d'accord, mais le temps, ce n'est pas 15 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas l'éternité. Oui, monsieur le directeur. L'argumentaire qu'il a développé est pertinent. Oui, il défend bien le gouvernement. Au plan juridique, c'est pertinent. Mais au plan administratif, je pense que ça pourrait aider d'avoir des étapes intermédiaires ou lorsqu'il y a des faits qui ont été établis, par exemple, par le contrôle interne, et que c'est vraiment avéré qu'il y a eu des défaillances, qu'il y ait des sanctions administratives. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas très clair aujourd'hui parce que les mécanismes ne sont pas vraiment en place. Et ça, c'est un point où on peut faire des avancées pour permettre vraiment à ce système-là d'asseoir un peu plus le sens de la redevabilité. Parce qu'il n'y a rien de plus défavorable à un système que de savoir que je vais vous faire auditer. On envoie les inspecteurs, ils viennent vous voir, vous êtes directeur de service. Ils écrivent leur rapport. Ils ont établi vraiment qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ce n'est pas toujours des questions d'argent, ça peut être simplement des mauvaises maintenances, par exemple, du patrimoine commun. Et
aucune décision n'est prise. Alors que certaines de ces décisions sont simplement du ressort de l'administratif. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça donnera plus de pouvoir aux services d'inspection qui existent dans toutes les administrations. Il y a des services d'inspection générale, etc. Et là, c'est un grief qu'on rencontre un peu partout dans l'administration qui mettrait un peu plus de poids à la responsabilité que chacun assume quand il assume une fonction. Et ça manque aujourd'hui. Je pense que ça, on peut faire des progrès. Je parlais tout à l'heure... Et ça fait partie, par exemple, des points sur lesquels vous discutez pour le prochain programme. Tout à fait. Pour que la gouvernance fasse des pas. Tout à fait. Combien la Banque mondiale, pour aller juste dans la dernière partie de nos débats la plus intéressante, combien la Banque mondiale va mettre sur le prochain programme 2015-2019 déjà? Et dans quel secteur il va aller? Ah ben ça c'est une bonne question. Mais avant de vous donner cette réponse très précise, permettez-moi de vous donner un peu un cadrage. Le prochain programme va intervenir pour la période qui va de 2016, 2020, 2021. On va s'entendre sur la durée. Ça peut être 4 ans ou 5 ans, selon, parce qu'il faut quand même donner une certaine prévisibilité aux interventions. Bon, on sait qu'on a le CSRP qui court à terme, je pense à l'échéance 2017. Donc on va s'entendre sur les bornes. Globalement, entre-temps, il se fait que le Mali, qui était l'un des meilleurs élèves de la communauté internationale en matière, n'est-ce pas, de gouvernance, a connu la crise de 2012, qui fait que les allocations que nous faisons à la Banque mondiale et comme chez les multilatéraux prennent en compte les éléments de gouvernance. Et le score de gouvernance du Mali, dans nos appréciations, a beaucoup reculé. Ce qui fait que les allocations qu'on avait par le passé ont également reculé. Ce qui est aujourd'hui sur la période des fonds concessionnels 2015-2017 chez nous, c'est une enveloppe de 200 millions de dollars qui est à peu près équivalent à 100 milliards de francs CFA, 120 milliards de francs CFA si on ajuste. On peut en obtenir plus. On peut obtenir plus si on montre à la communauté internationale, notamment à la Banque mondiale, qu'on consomme déjà ce qu'on a. C'est la question de la consommation interne. Voilà, donc aujourd'hui, mon portefeuille au Mali, c'est un montant au total de l'ordre de 800 milliards de francs CFA. Sur ce 800 milliards de francs CFA, sur 5 ans. Ce qui est actuel, ce qu'il en reste, ce qui est aujourd'hui disponible au Mali, tout à fait. Ça couvre des projets sur un total de 800 milliards. 800 milliards de projets qui sont en exécution. Voilà. Et notre taux d'utilisation, bon an, mal an, atteint à peu près 18%. On devrait être à 25%. C'est-à-dire qu'on utilise de ces 800 milliards chaque année, on prend peut-être un sixième au lieu de prendre un quart. Donc du coup, on ne consomme pas beaucoup. Mais pourquoi? Par rapport à vos procédures ou la lenteur ou les procédures, ils sont un peu, monsieur Sekouba va vous dire, il va certainement dire que mais on vous accable déjà, vous. Hein? On dit vous donner, mais pour le prendre, c'est difficile. Franchement, les problèmes sont au niveau, n'est-ce pas, des bénéficiaires. Déjà que les projets bénéficient de l'attention des autorités qui en ont la charge. Moi, je suis ici depuis 1 an, j'ai quand même remarqué que là où il y a une attention des autorités responsables, les projets s'exécutent. Là où il y a moins d'attention, ils connaissent plus de problèmes. Et j'organise à mon niveau tous les mois une réunion de tous les coordinateurs, je le fais. Si chaque ministre fait au moins une réunion tous les mois des coordinateurs de ces projets dans son ministère, le tout combiné, on peut aller plus vite. Parce qu'à ce moment-là, quand on fait ces réunions, on sait où il y a les blocages. Mais le fait que personne ne suit attentivement, il y a des blocages qui durent 6 mois, même 1 an avant que les gens se rendent compte. Donc il y a beaucoup de ça, je mettrai 80% de ça. Et le reste, il y a aussi des lenteurs de notre côté. Et nous, on a quand même fait des efforts récemment en matière de procédure, puisqu'on a éliminé les revues a priori selon les montants en jeu. C'est-à-dire qu'un projet qui doit venir obtenir une non-objection de la Banque mondiale, s'il ne dépasse pas un certain montant, le gouvernement peut suivre toute la procédure jusqu'à la fin avant de venir chez nous. Donc ça va permettre d'accélérer. Mais pour le moment, on est encore très bas dans la performance. Et ça ne va pas nous aider à augmenter les crédits que le Mali peut mobiliser et dont le Mali a besoin. Et vous avez ciblé de nouveaux domaines, encore, à part ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez ciblé des domaines pour la période à venir, le nouveau cadre? Il y aura plus de domaines, vous allez vous faire une concentration plus efficace? Nous allons concentrer. C'est-à-dire qu'on est en pleine discussion, on commence vraiment la discussion de la programmation avec les autorités, mais 2 tendances fortes se dégagent.
nous ne pouvons plus nous permettre d'être dans plus de 8 secteurs comme on est aujourd'hui. On va être dans beaucoup moins de secteurs. Et on va devoir travailler sur les programmes sur lesquels on a eu des résultats. Là où on a eu des résultats, on va ajouter des résultats. Ouais. Voilà, par exemple, le programme des filets sociaux, c'est un programme que nous comptons amplifier parce que ça va faire la résilience des populations les plus vulnérables et faire en sorte qu'on puisse les transformer en véritables acteurs de développement. Mais il y a les infrastructures sans lesquelles on ne peut pas faire de développement, vont continuer à bénéficier de notre appui. Et ensuite, il y a donc tout ce qui est éducation notamment, où on travaille là aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un programme, un projet d'éducation supérieure, d'enseignement supérieur, qui est en train d'être négocié au moment où je vous parle. Parce que si vous n'avez pas un enseignement supérieur de qualité, vous ne pouvez pas changer votre enseignement secondaire, vous ne pouvez pas changer votre enseignement primaire. Les maîtres, les professeurs des lycées et des écoles primaires doivent être mieux formés pour qu'on espère qu'ils forment la nouvelle génération de meilleure qualité. Société civile, c'est ce que vous attendez ou bien vous avez des demandes précises? C'est vrai que vous avez eu le temps peut-être de les exprimer dans le diagnostic, mais l'opinion veut savoir qu'est-ce que vous voulez exactement que la Banque mondiale fasse pour les années à venir et qui sera plus efficace que ce qu'elle fait aujourd'hui. Merci. Effectivement, il a quand même énuméré certains secteurs, surtout les services sociaux de base, vraiment. Et l'éducation, il faut les reconnaître. Et M. Diarra disait tantôt, c'est toujours des insuffisances au niveau de la formation, même au niveau de l'État. Il vient de le souligner tout de suite. Mais je pense qu'avec la gare et la formation, la gestion axée sur les résultats, oui, que le gouvernement vient d'initier au niveau des départements, je pense que les choses vont évoluer. Et surtout avec l'harmonisation, on doit mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents de l'État. Il faut les reconnaître. Les secteurs qu'il vient de citer, c'est ça. Et moi, quand même, je mettrai un accent particulier sur l'environnement. Aujourd'hui, nous évoluons vers le partenariat public-privé, qui est aujourd'hui devenu vraiment une promotion de la corruption au Mali. Parce qu'on sait très bien comment vraiment ces choses se passent. Le partenariat public-privé, et on est là à privatiser les forêts. Ça, on doit le faire avec beaucoup d'analyses. Si les partenaires veulent nous appuyer dans ce sens, ils doivent analyser profondément avant vraiment d'opérationnaliser ou bien de rendre effectif ce partenariat. Oui. Merci. Monsieur Diarra. Oui. Je sais que vous partagez les mêmes, vous allez dire les mêmes domaines, vous allez cibler, c'est le même ciblage. Mais quelle efficacité au bout de ce programme-là? Qu'est-ce que on en attend, ou bien c'est toujours, effectivement, on met les chiffres sur le papier, mais au bout, on sait qu'on ne va pas les atteindre parce que les problèmes, les paramètres, on ne peut pas les changer. Les paradigmes restent le même. Oui, merci. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le constat qu'il avait fait en ce qui concerne le portefeuille de la Banque mondiale au Mali et le problème de la capacité d'absorption. Ça, c'est un aspect très important. Je pense qu'il a passé rapidement là-dessus, mais ça mérite qu'on s'arrête un peu là-dessus. Parce que la population aura l'impression que, en fait, on ne sait pas que faire de l'argent. 800 milliards. 800 milliards, on n'arrive même pas à dépenser le quart. C'est plus que la moitié de l'État, voilà, budget d'État. Donc c'est important. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est une responsabilité partagée. En fait, bon, je conviens avec lui que la grande responsabilité, c'est quand même l'État, en termes de suivi. Mais comment se fait-il qu'on peut nous donner de l'argent? On vous dit, oui, voilà l'argent, prenez-le, on n'arrive pas à le faire. Je vais vous le dire. Ouais. C'est-à-dire, le plus simplement. Le plus simplement possible, c'est vraiment un problème de formation aux procédures des partenaires techniques et financiers, purement et simplement. C'est-à-dire, quand la Banque mondiale vous dit, bon, je mets tel montant à votre disposition, mais pour pouvoir décaisser, il faut passer par X, Y, Z étapes. Mais tant qu'on ne passe pas par ça, on n'a pas l'argent. C'est-à-dire, comme on le dit chez nous, Traduction. Traduction, il y a le 1000 là, dans un village, mais il faut savoir comment aller prendre ce 1000 là. Et nous, on est à ce niveau encore. Mais justement, c'est-à-dire il faut absolument que les partenaires, nous-mêmes, on s'asseye pour pouvoir faire. Parce que, c'est-à-dire souvent, les partenaires, on met des projets à notre disposition, mais il faudrait absolument que on s'asseye pour analyser, étudier tous les facteurs de succès de mise en œuvre de ces programmes-là. C'est ce que vous voulez de faire, je crois.
C'est ça qui vient de ce diagnostic systématique qui vient d'être fait. Qui vient d'être fait. Et désormais, quel est le nouveau comportement? Quelle est la nouvelle résolution? La nouvelle résolution, c'est qu'il faudrait désormais que nous puissions effectivement renforcer nos capacités en gestion des projets et programmes d'une façon globale, en impliquant davantage, comment ça s'appelle, la partie État dans le suivi évaluation. Il a donné un exemple en ce qui concerne un projet et programme issu d'un département. Il faut que le chef du département lui-même soit effectivement au centre de ce suivi-là. Donc ça, c'est très important parce qu'un ministre qui fait des réunions mensuelles sur les projets et programmes relevant de son département, ce n'est pas la même chose que celui qui va laisser 4 à 5 mois, 6 mois sans suivre. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des petits boulots d'étranglement qui ne cherchent qu'une petite décision administrative pour pouvoir débloquer. Mais malheureusement, ça s'entasse. Et au bout du rouleau, quand on va faire le bilan, on se constate qu'il n'y a pas eu de décaissement. C'est tout ça, c'est juste ça. Et le suivi évaluation, c'est les résultats. Heureusement, le gouvernement vient d'adopter, en tout cas, est en passe de généraliser la pratique de la gestion axée sur les résultats dans tous les domaines. C'est ça au niveau de l'administration, au niveau des projets et programmes. Quelle est sa contrainte? Parce que c'est surtout en mettant des contraintes que les agents vont mieux se conduire. Oui, mais absolument, il y a le contrôle qui va être là, il y a l'obligation du résultat, il y a l'engagement directement à effectivement atteindre tel résultat. Un contrat de performance en un mot. Tout à fait. Donc ce contrat de performance est suivi. Et ce contrat suivi, et quand il y a des défaillances, on situe les responsabilités. Et là, c'est là où, quelque part aussi, il avait parlé de la problématique de la sanction et, évidemment, et du mérite. Ouais. Parce que quelqu'un a un chef de programme qui fait bien son boulot et qui suit bien, doit être effectivement pris en exemple. Sanction positive. Positive. Mais en revanche, celui qui commet les trucs doit pouvoir être sanctionné négativement. Et là, c'est là que le bas blesse. Voilà. Donc, c'est vraiment, on reconnaît qu'il y a ça. Bon, quelque part aussi, il faut reconnaître aussi les partenaires. Non, ils ont aussi des faiblesses de capacité souvent. Ouais. Par exemple, quand on parle de passation de marché, il se peut qu'effectivement, le responsable de passation de marché s'occupe de 4-5 pays. Donc, et qu'il est à Washington. Voilà, donc il n'a pas la capacité physique vraiment de pouvoir s'occuper de... Donc il y a tous ces aspects. Mais il faut qu'on le voit de façon compréhensive entre nous et aller de l'avant. Maintenant, par rapport aux différents secteurs... ciblés pour... Ciblés, je voulais simplement dire qu'en accord avec le gouvernement et avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, il y a ce qu'on appelle la stratégie commune d'accompagnement pays, la SCAP. C'est voir quelle est la meilleure stratégie, le meilleur accompagnement que l'ensemble des partenaires techniques et financiers pays globalement doit pouvoir faire pour pouvoir accompagner le pays dans la mise en œuvre de ces politiques et stratégies. Et chaque partenaire, il a dit, la Banque mondiale maintenant, sur 8, il peut se concentrer sur 3 ou 4 en fonction de ses avantages comparatifs. Et d'autres aussi peuvent se concentrer. Donc, globalement, les partenaires s'organisent pour pouvoir couvrir l'ensemble des domaines. Parce qu'actuellement, il y a des domaines surfinancés. Il y a même des zones non couvertes. Et des zones non couvertes du tout. Donc, il y a tous ces aspects-là. Donc, c'est par rapport à ça que vraiment cette stratégie d'accompagnement pays est préparée en étroite collaboration entre le gouvernement et les partenaires de façon à avoir effectivement le meilleur accompagnement possible. Donc, cette stratégie de la Banque mondiale, vous avez dû le constater, ça a été une grande mobilisation. À la fois de l'ensemble des départements ministériels, de la société civile, du secteur privé et des autres partenaires. Parce que l'avantage de ce diagnostic systématique... Est-ce que tout le monde le fait, entre parenthèses, est-ce que tout le monde fait ce même exercice? Tout le monde fait le même exercice de préparation de la stratégie d'accompagnement pays. Je vais dire, voilà, tous les métiers latéraux. Oui, mais, voilà, mais pas de façon aussi large que la Banque le fait. Bon, la Banque mondiale le fait, disons, la BAD le fait dans une certaine mesure. Mais il faut reconnaître que les autres partenaires font des consultations de façon plus restreinte. Parce qu'il y a le domaine d'intervention. C'est votre conclusion aussi. 2 secondes. Voilà. J'ajouterai simplement au point qu'il a mis sur la table. C'est un point important. Il faudrait, c'est vrai que les partenaires peuvent se mettre ensemble pour élaborer leur stratégie d'accompagnement pays. Mais il me semble que nous sommes ici pour appuyer le gouvernement du Mali. Et c'est au gouvernement du Mali de dire à chaque partenaire là où il aimerait le voir jouer. Et je pense que cette partie-là doit être rehaussée, renforcée. Et que le partenaire soit discipliné pour écouter le gouvernement. Même s'il est pauvre. Tout à fait. Ouais. Je pense que moi, je le mets sur la table parce que je pense que c'est l'un des points de faiblesse. Alors, on a eu pendant la semaine des échanges, mais vraiment très instructifs, qui nous ont quand même permis de voir qu'il y a eu d'importants progrès d'accomplis, mais qui nous permettent aussi de constater que l'avenir ne peut être meilleur que si on fait un peu différemment notre travail.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus ciblé dans nos interventions. Ça veut dire qu'on doit revoir un peu la manière dont nous délivrons l'aide. Il l'a dit tout à l'heure, M. Skouba, nous faisons de l'appui budgétaire. Ça, c'est un élément de notre accompagnement. Nous faisons de l'aide par projet. Mais alors, ces projets-là, il va falloir qu'on voit les liens directs entre ces projets et la réduction de la pauvreté. Mais n'oublions pas que pour vraiment sortir un maximum de personnes de la pauvreté de manière durable au Mali, il faudra promouvoir la transformation économique du Mali. Ça veut dire quoi? Passer d'un pays qui a deux secteurs, en gros, il y a un secteur primaire et un secteur tertiaire et un petit secteur secondaire. Il faut agrandir le secteur secondaire. Donc ça passe par la transformation. Et j'avais oublié de mentionner l'importance de l'agriculture dans ce sens-là. L'agriculture est donc la base par rapport à laquelle nous pourrons atteindre deux objectifs. Le premier, la sécurité alimentaire. Le deuxième, créer les bases de la transformation industrielle. Parce que si on augmente la production agricole, on donne la possibilité à ceux qui veulent faire la transformation de pouvoir accéder à la matière première et de la transformer et de la mener sur les marchés et de pouvoir même aller au-delà des frontières. Et au passage de créer des emplois. La société civile, votre dernier mot sur la société civile souhaite être renforcée pour mieux jouer son rôle de veille. Et qu'elle va le jouer aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens, il suffit de le faire aussi sur le terrain. Elle est engagée dans ce sens aussi. Et de mouiller le maillot, comme on dit. Bien sûr. 2 secondes aussi, M. Sekouba Diarra, on va terminer. Pour renforcer son dernier point de transformation, Dieu merci, je pense que la Banque mondiale, il faut les féliciter, les remercier pour ça, leur intervention dans le domaine de l'énergie. Parce que sans... On en a besoin, ça commence à couper déjà. Voilà, donc vous voyez déjà, nous sommes dans cette période-là. Donc l'énergie, surtout l'électrification rurale, mérite d'être effectivement promue. Parce que sans cela, il n'y a pas de transformation. Donc, vous voyez, donc c'est des aspects sur lesquels je voudrais véritablement mettre l'accent et dire que le gouvernement, quand même, il faut que je termine par ça, quand même engagé à améliorer la gestion des finances publiques parce qu'on ne peut pas, quand même, ces partenaires aussi ont des comptes à rendre à leur mandat. Donc, il faut absolument que nous puissions garantir l'utilisation des ressources mises à notre disposition et je pense que le gouvernement est tout à fait décidé à ça et aussi à lutter contre la corruption et à faire en sorte que vraiment, l'efficacité des programmes et des politiques d'une façon générale va en s'accroissant et nous devrons effectivement nous mettre tous ensemble, que ce soit le partenaire technique et financier, la société civile, le secteur privé, qui doit jouer sa partition. Voilà, qui devrait être sur ce plateau. Tout sur ce plateau et donc pour pouvoir effectivement atteindre l'objectif recherché. Merci beaucoup. Voilà. Merci M. Sekouba Diarra. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du cadre stratégique pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté. Vous étiez sur ce plateau avec Paul Numba Oum, qui est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, et puis M. Souleymane Damele, qui représente CAD Mali sur ce plateau, donc la société civile. Merci de nous avoir suivis sur la télévision nationale dans ce débat consacré donc à l'efficacité de l'aide des partenaires au Mali, notamment particulièrement l'aide de la Banque mondiale à notre pays. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour une autre question d'actualité sur le RTM.